En Centrafrique, l'hostilité contre les casques bleus à un niveau inacceptable selon le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Libye, le Parlement vote une aide de 10 000 dollars par famille. Mali, les élections compromises par la situation sécuritaire selon le ministre des Affaires étrangères. Et puis Togo, la Cour constitutionnelle juge casse le pass vaccinal pour accéder au bâtiment public. Nos invités sont en place. Il s'agit de Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette, Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique et directeur du Centre international de géopolitique qui porte son nom, et puis Komi Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Chers invités, merci de répondre à notre rendez-vous. On commence par Sylvestre Béni, c'est la première fois que je le reçois. Vous allez bien, grand frère? Ah bon, je crois, c'est la première fois que tu me reçois d'ailleurs. Oui, il faut le dire qu'il y a eu, entre-temps, j'ai eu des contretemps. Ben, je suis là, et puis c'est avec tout le plaisir que nous allons animer cette émission avec nos confrères Firmin et puis Maëva. Voilà. Firmin, ça va? Oui, ça va. Directeur du centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Tekouagbo. Oui, ça va. Vous n'oubliez pas que nous avons mis en place une bibliothèque virtuelle. Ça fait déjà quelques jours. C'est-à-dire, si vous voulez avoir des informations sur le Togo, en ce qui concerne les réalisations du Togo ces dernières années, il y aura des vidéos qui seront postées sur cette bibliothèque virtuelle que nous appelons bibliothèque Togo, centre de recherche Firmin Tekouagbo. Vous allez sur YouTube, vous tapez ça et vous allez avoir des informations à dire comment le pays évolue ces dernières années, quoi, les belles vidéos qui parlent du Togo, de ses prouesses. L'objectif, c'est quoi? C'est de fournir assez d'informations aux touristes, des gens qui ne connaissent pas le Togo, qui voudraient bien sûr visiter le Togo, ou à la diaspora, des gens qui ont quitté le Togo il y a cela plus de 20 ans, 15 ans, qui ne savent pas exactement comment le pays évolue. Donc il faut qu'on les aide, parce que à connaître le Togo, l'intérêt ou l'important, ce n'est pas de rester au-delà des frontières, de salir l'image du Togo. Moi, c'est mon engagement personnel, ce que moi je veux combattre, c'est qu'on arrête de salir l'image de notre cher pays, parce que ça n'aide pas le Togo. Autant on veut du bien pour ce pays, autant on sera prospère aussi. Komi Mayaba, bonjour, vous allez bien? Oui, Michel, je vais hyper bien. Je suis aussi heureux de retrouver mon compère. Ça fait longtemps qu'on a partagé. Sylvestre Béni. C'est avec plaisir. Bon, je crois que le débat serait vraiment mon enfant. Ouais. Et je salue également les fidèles téléspectateurs actuellement branchés à travers le monde qui nous suivent. Allez, en République centrafricaine, des incidents hostiles ciblant des casques bleus et impliquant les forces de défense et de sécurité ainsi que du personnel de sécurité déployé bilatéralement se poursuivent dans ce pays à un niveau inacceptable. Ce sont des propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Alors, Sylvestre Béni, vous avez écouté les propos du patron de l'ONU. Vos premières impressions? Non, je crois que j'ai écouté religieusement d'ailleurs le patron donc, de l'ONU. Mais je me dis que est-ce qu'il n'est pas dans un rôle donc de prendre parti dans cette situation, parce que ce qui se passe en Centrafrique, je crois qu'il y a depuis quelques moments une certaine inimitié entre la France et la République centrafricaine. Je crois que c'est le Centrafrique, non? Ils ont accepté le masculin. Oui, donc le Centrafrique, ils ont accepté le masculin au Parlement, c'est d'ailleurs voté. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement? Vous verrez que il y a quelques années, la France qui a quand même un grand nombre de contingents sur ce territoire, est accusé de viol et de tout ce qui va avec. Ce qui a un peu remonté, du moins c'est les populations contre les troupes françaises. Mais le nœud du problème, c'est que vous savez que le Centrafrique est sur embargo, ils n'ont pas assez d'armes. Donc ils devaient aussi s'en procurer pour renforcer donc la sécurité nationale. Mais du fait donc de l'embargo, il faudrait qu'il y ait au moins une puissance qui peut véritablement être un soutien donc à ce pays. Mais la Russie avait opposé un veto à l'époque quand il s'était s'agit donc de leur fournir donc des armes, parce que la France était disposée à leur fournir 1500 armes.
Mais du fait donc du veto, donc le président Touadéra ne comprenait pas la situation. Donc il était obligé donc d'aller donc voir Vladimir Poutine ne serait-ce pour qu'il puisse lever le veto au niveau de l'ONU et qu'ils aient donc les armes. C'est là eux, ils estimaient que en fait, ils n'étaient pas contre le fait qu'on leur donne des armes, mais du fait de la situation au pays, c'est pourquoi ils ne veulent pas que les armes saisies ailleurs puissent circuler dans ce pays. Et là, après, il a dit, bon, d'accord, bon, moi, je me porte garant volontiers de vous offrir des armes. Et au lieu de 1500 que proposait la France, eux, ils leur proposaient le double, avec donc des instructeurs russes qui devaient venir donc dans ce pays et former les éléments, donc, c'est-à-dire l'armée nationale. Et c'est les FACA. Donc, c'est du fait de cette situation que il y a certains éléments russes qui se retrouvent donc sur ce territoire. Mais comme la France ne veut être le seul capitaine dans le bateau, estimait coller déjà quelques étiquettes en parlant donc de mercenaires russes. Vous voyez? Et ce qui a fait qu'il y ait tellement donc de brouille entre ces deux pays-là. Et lorsque vous écoutez, lorsque vous lisez entre les lignes donc la déclaration donc du patron de l'ONU, vous verrez que le patron de l'ONU dit que les forces donc centrafricaines ont quand même, c'est-à-dire c'est eux qui sont donc à l'avant-garde des voies de fait contre les casques bleus. Et il y a également un terme qui n'est pas passé sur silence. Il parle donc de personnel militaire et étranger. Ce personnel militaire, en réalité, il parlait donc des Russes qui sont là. Parce que l'armée française accusait déjà les Russes donc de violation. Donc sur ce territoire. Or, la France aussi, des éléments des casques bleus qui sont également les Français, étaient également accusés donc de violation. Donc voilà un peu la situation qui se présente aujourd'hui. Si on doit condamner les éléments russes, les éléments russes qui sont sur le territoire, on doit également regarder du côté des casques bleus, où la France également, ces éléments sont condamnés. Donc voilà un peu la situation qui se présente aujourd'hui. Et j'aurais bien voulu quand même que le chef de l'ONU se met au-dessus de la mêlée et essayer donc de rétribuer chacun selon donc ses comportements et ses actions sur le terrain, que de prendre tout de suite parti et de chercher donc à imputer la responsabilité donc aux forces centrafricaines donc et aux personnels militaires russes qui sont sur ce territoire. Vous pensez également que Antonio Guterres a pris parti, même si ce n'est pas trop visible. On sent qu'il indexe les forces russes et puis les forces centrafricaines. Bon, oui, mais je crois aller dans le sens contraire de mon confrère. Parce que vous savez, si vous lisez un peu ligne par ligne la déclaration du patron de l'ONU, vous allez constater qu'au moins il y a eu des exactions qui ont été commises sur les forces et les casques bleus. Et on a cité plus de 176 morts entre c'est-à-dire que ces morts, bon, on peut les imputer aux forces de défense, plus le groupe russe. Il a même cité, il a parlé des forces Wagner qui étaient après tout au sein de ces exactions. Et donc, c'est pour dire qu'il y a quand même des désastres qui ont eu quand même lieu au niveau de choses du Centrafrique. Aujourd'hui, visiblement, vous allez voir que depuis 2013, que le Centrafrique a connu une déstabilisation. Vous savez, a connu une guerre depuis 2013, même si cette guerre a commencé à s'amuser un peu à partir de 2018. En 2018, ce qui prouve véritablement qu'aujourd'hui, comment appelle-t-on, les forces de défense et de sécurité au niveau du Centrafrique n'arrivent pas à contrôler tout le Centrafrique. Donc, ce qui pose le vrai problème aujourd'hui, vous allez voir que les casques bleus, ou au niveau des Nations Unies, je crois que c'est la seule force même au niveau de laquelle on met beaucoup de moyens. Plus de 1000 à des milliards de francs d'euros déployés par rapport à ces forces de sécurité des Nations Unies. Je crois que c'est énorme. Donc, c'est pourquoi, quand Guterres parle de défaillance au niveau, ou bien c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé, on peut lier ça aux forces de défense et de sécurité. Plus maintenant, vous savez qu'il y a une force sécurité bilatérale qui est signée entre
comment l'appelle-t-on, les Nations Unies et puis le Centrafrique. Donc, toutes ces forces-là, ayant connu des turbulences de par le passé, ne peuvent pas contrôler tout le Centrafrique. Donc, aujourd'hui, il est notoire, il est reconnu visiblement que le Centrafrique connaît des moments difficiles et qu'il faille vraiment faire un effort pour limiter ce qui est en train de se passer. Il a dit qu'il faut vraiment qu'on trouve des moyens nécessaires pour arrêter ce qui est en train de se passer. Sinon, ça risque peut-être d'être une hémorragie ou bien un carnage au niveau du Centrafrique. Il dit que ça risque d'empêcher l'accomplissement du mandat Firmin Tekou Agbo. Ce sont des propos d'Antonio Guterres. Quel mandat ils ont depuis et puis ils n'arrivent pas à bien l'exécuter, l'exercer et rendre plus pacifié le Centrafrique. Moi je dis, lorsque les Nations Unies sont quelque part, il faut chercher à comprendre s'il n'y a pas un autre agenda caché. Parce que les forces onusiennes, les casques bleus qui sont là, normalement devraient aider à réconcilier le pays. Elles devraient aider à réconcilier le pays. Elles devraient en réalité aider à pacifier le pays. Mais on se demande là si le pays est déjà pacifié. Vous imaginez, les casques bleus étaient là, la France était là, mais le pays n'a jamais été pacifié. Au contraire, 2/3 du pays du territoire était entre les mains des rebelles. Donc il a fallu que les Russes interviennent avant que le pouvoir n'arrive ou ne réussisse à conquérir 80% du territoire. Donc on se demande ce qu'elles faisaient, ces forces onusiennes. Ce qui se passe est très simple. C'est cette inimitié qui existe entre la France et les Centrafricains. C'est cette inimitié qui existe entre la France et les Maliens. Cette inimitié qui existe entre la France et les Africains. Et c'est pour cela d'ailleurs même que Emmanuel Macron a organisé cette rencontre-là. On peut comprendre que c'est la France qui agit peut-être d'une manière sous-jacente sur la décision de l'ONU. Exactement. Vous savez, lorsque la France se retrouve mal en point dans une situation, elle fait appel elle s'appuie sur l'ONU. Vous n'oubliez pas ce qui s'est passé avec Kadhafi en 2011, où la France devrait intervenir. Donc, elle a mis une certaine pression sur les Nations Unies pour qu'au Conseil de sécurité, on puisse voter une résolution qui lui permettrait bien sûr d'intervenir. Elle a fait une pression sur l'OTAN pour que les forces de l'OTAN puissent intervenir. Donc, la France, c'est elle qui est en train de manipuler le jeu. Et comme aussi Vladimir Poutine, il tient tête à tout le monde, on se dit que c'est lui qui serait derrière tout ça. Là. Alors, Sylvestre Béni a dit quelque chose de très important, que les Nations Unies se mettent au-dessus de la mêlée et qu'elles rétribuent à chacun selon ce qui lui revient. Les Russes, les responsabilités, les Russes sont là pourquoi? Les Russes sont là, c'est parce que le pouvoir centrafricain leur a fait appel. Et si les Français veulent être là, mais qui négocient d'une manière beaucoup plus intéressante, leur rôle, c'est tout. Les Russes ont trouvé un terrain vierge et ils sont venus, ils sont en train de conquérir le territoire et ils font impeccablement ce qu'on leur a demandé. Donc les Nations Unies, elles ne devront même pas parler, mais c'est parce que la France leur a demandé de parler. En réalité, ce qui se passe, c'est un sentiment anti-français. Les Français doivent l'assumer. Mais Sylvestre Béni, quand même, il n'a pas dit quelque chose. Il dit si on ne se lève pas tôt, maintenant, il y aura une certaine hémorragie. La situation va être un peu plus compliquée. Je pense que c'est Emmanuel Macron même s'en est aperçu. C'est pour cela qu'il a organisé cette rencontre de Montpellier là, parce qu'il sait que le sentiment anti-français est en train de grandir dans le cœur des Africains. Donc, il faut appeler les Africains, les rencontrer, les rassurer pour faire baisser la colère. Et quand les Africains aussi sont là, donc, ils ont profité pour faire du selfie avec le président français. Donc, alors que la France était en train de jouer vraiment son rôle dans cette affaire-là. En 30 secondes, Sylvestre Béni, vous n'avez pas abordé ce côté. Vous pensez que les Nations Unies ont également agi sous les guides de la France? Oui, moi je disais que subtilement, c'est-à-dire que l'ONU prend fait et cause pour la France parce que ce message-là était déjà disséminé sur ce territoire-là. Ce message-là était déjà clair dans les textes que la France n'aime pas cette présence russe sur le territoire centrafricain. Et la preuve en est que lorsque vous écoutez tous les médias français, il y a un terme qui est collé donc à ce groupe russe. On parle de mercenaires. Voyez-vous, aujourd'hui, je crois que les Maliens sont en droit aujourd'hui d'appeler les forces étrangères françaises qui sont sur le territoire des mercenaires français.
Parce que ils sont pas sur leur territoire. Donc, il faudrait qu'on soit très regardant dans la terminologie. Je ne dis pas ici qu'il n'y a pas des actions ou qu'il n'y a pas donc des effets collatéraux donc de l'intervention donc du groupe russe sur ce territoire. Vous savez, lorsque des forces étrangères occupent donc un pays, il y aura toujours donc des dégâts collatéraux. Ça c'est inévitable. Et la France aussi, il y a eu des documentaires où la France aussi, des éléments français ont été incriminés comme des gens qui ont commis donc des voies de fait et des viols et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas une fixation sur eux et aujourd'hui, on pense que c'est les pro-russes ou les mercenaires russes qui sont donc en train donc, de commettre des actions. Je vous dis, allez donc dans les nouveaux... On va marquer juste une légère pause. On revient parler encore de la situation en Centrafrique. La pause, elle s'impose.